Hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500, mais ça, tu le sais déjà, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment, bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? PDG, Big Bang, take a little bank. Let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir une grande dame, une réalisatrice, une journaliste, une femme engagée, celle qui n'a pas sa langue dans sa poche, celle que l'on nomme Valou. Take a seat. Comment tu vas, Valou? Ça va et toi, le chairman? Ah, ça va très bien, Valou, ça va très bien. Moi, j'aimerais dire welcome to We Hustle, baby. Ah, We Hustle, baby, the movement. Merci, Valou, déjà de nous faire cet honneur d'être venu. Et je tiens à le préciser face caméra que c'était très rapide. Donc, je te remercie. Avec plaisir. Et Louchous est avec nous aussi. Absolument. Aujourd'hui. Absolument. Louchous Lion, mon fidèle compagnon, Exact. que je pose tout de suite. Exactement. Bon, ben, on est good alors. Valou, dis-moi, pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, pardon, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Anne-Valérie Atlan. Je suis née le 3 juin 1972 à Paris 12e. Ok. Née de parents juifs algériens, pieds noirs, donc qui sont nés, qui ont vécu en Algérie, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont débarqués pendant la guerre d'Algérie en France. Moi, je suis née dans le 16e arrondissement, enfin, j'ai vécu dans le 16e arrondissement, Trocadéro, tout le monde le sait, c'est écrit dans ma bio, c'est écrit partout. Bien sûr. Et j'ai eu la chance de rencontrer la culture hip-hop parce que ça a été une vraie rencontre. Absolument. À l'âge de 14 ans à peu près, 13-14 ans. Donc on est en 80, l'âge de 12 ans plutôt, 84, entre 84 et 86. Ok. Voilà, je suis rentrée de plein fouet dans cette culture qui débarquait tout juste en France. Ouais. Et c'est le premier choc que j'ai eu, c'était de découvrir un petit peu une culture différente de la mienne, D'accord. musicale, vestimentaire, tout, une vraie culture. Et depuis ce jour, je crois, depuis mes 15 ans, la culture hip-hop ne m'a plus quittée. D'accord. Voilà, le rap ne m'a plus quittée. Et depuis mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où je ne mange pas hip-hop, je ne vis pas hip-hop, je ne dors pas hip-hop. Tout est hip-hop en moi. Et un jour, un grand monsieur du rap français m'a dit « Valou, tu n'écoutes pas de rap, tu es le rap. » Belle phrase. Tu peux drop son blaze? Ah, c'était la fouine. Ah, bon, bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Dédicace à lui, il regarde l'émission. Moi, je voudrais qu'on parle de tes débuts. Comment tu es rentré dans ce mouvement-là? Voilà. Donc, très jeune, donc à l'âge de 15-16 ans, je rencontre un groupe qui s'appelle IZB, Ok. IZB, qui est une association à l'époque qui regroupe des taggers, des graffeurs, Ok. quelques rappeurs. Et c'est une des toutes premières associations en France qui a envie de faire connaître le rap, puisque c'était vraiment une culture à l'époque. Je parle beaucoup de culture parce que c'est comme ça que c'est né. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment une culture qui regroupe 5 disciplines, comme on le sait, le rap, le tag, le DJing, la danse et la beatbox. Et l'association IZB, dans laquelle je fais très vite, je rentre et je fais partie tout de suite, on promotionne cette culture-là. On la promotionne comment? En organisant des soirées, Ok. en organisant des concerts, puisque on produit vraiment les tout premiers concerts de rap français sur Paris. On est en 1989 à ce moment-là, à l'Élysée-Montmartre. Et c'est comme ça que je vais rentrer réellement dans l'organisation, la production, la promotion d'événements rap en France et que je vais embrasser finalement cette culture qui va devenir la mienne. Donc c'est via IZB et donc dès très jeune, je rencontre des rappeurs américains. Il n'y avait pas encore beaucoup de rappeurs français, D'accord. mais je les rencontre, je travaille avec eux, j'organise leurs concerts et je me mets tout doucement après à partir aux États-Unis, travailler là-bas,
commencé à faire des interviews en off, juste pour moi comme ça. Et un magazine qui vient de se monter qui s'appelle Radical, qui a été monté par deux jeunes hommes que je salue, qui sont Fabrice Militon et Christophe Waniz, qui avaient décidé de monter ce magazine. Bah, tu vois, voilà, comme tu vois, toi, tu as eu l'initiative il y a quelques temps de faire We Hustle. Bah, eux, à l'époque, ont eu cette initiative de créer un magazine papier, puisqu'il n'y a pas Internet à ce moment-là. Tout à fait. Comment on fait un magazine papier à l'époque? Et ben, en empruntant de l'argent un peu à tout le monde, parce que ça coûte un peu de sous. Donc, en demandant à tous ses proches, sa famille, en se cotisant et en réunissant un petit budget, ils arrivent, ces deux jeunes-là, à faire ce magazine de la culture qui s'appelle Radical, le premier magazine de la culture hip-hop en France, et à le faire à la grande échelle, puisque c'est un magazine qui est vendu dans les kiosques, à journaux, sur le territoire français, la Suisse, le Luxembourg, enfin, tout ce qui parle de la Belgique, tout ce qui parle français, et au Canada. Il sort tous les mois. Ils avaient entendu parler de moi de par mes nombreuses soirées avec IZB et de par le fait que je connaisse bien cette culture et que je vivais aux États-Unis à ce moment-là, à New York. Et ils me contactent via un ami. Ils disent, voilà, Valou, comme tu es à New York, ce serait bien. Nous, on a un magazine. On a du mal à avoir des rappeurs américains. Toi, tu es sur place. Ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses des interviews sur place des rappeurs américains du moment, que tu nous les envoies et qu'on puisse les faire paraître dans le magazine. Comme ça, on a des exclus. C'est comme ça que je suis rentrée tout doucement dans le monde de la presse spécialisée rap et que j'ai commencé à faire mes premiers articles. Et ma première interview d'un rappeur new-yorkais, justement, puisqu'on me dit que tu aimes beaucoup le rap de New York. On est sur We Hustle. Il paraît. On est sur la East Coast. C'était Lord Finesse, Digging in the Crates, que j'interviewe pour Radical, en direct de New York. D'accord, parfait. Et donc là, tu as vraiment mes vrais débuts. Aïe. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais y faire ton métier, finalement? Parce qu'au départ, c'était une passion. Complètement. Et ben, tu sais à quel moment? Dis-moi. Je faisais mes études, donc j'avais des études, moi, en parallèle de tout ça. Excellent. C'était la passion depuis 16 ans, mais il faut bien des études. J'avais passé un diplôme de management hôtelier. Mon but était de diriger des grandes chaînes d'hôtels. D'accord, dans le monde entier. Très bien. Comme Sofitel, comme Hyatt, comme toutes les grandes chaînes d'hôtels intercontinentales. Donc, j'ai fait 3 ans à l'Institut Maxims. Je passe mon diplôme, je termine et je vais aux États-Unis. Je reviens des États-Unis. Je travaille 1 an là-bas. Donc, c'est là que je travaille avec P. Diddy, etc., en stage. Et quand je reviens et que j'ai mon diplôme de management hôtelier, je me mets à travailler à l'hôtel Concorde Lafayette, qui est Porte-Maillot, qui s'appelle aujourd'hui le Hyatt Regency. Et j'ai mon premier job, d'accord? Donc, à la base, ça devait rester une passion, le rap. J'avais mon job, tu vois, je m'occupais des VIP à l'hôtel Concorde Lafayette. Et à ce moment-là, ce fameux Christophe Waniz, que je salue, que j'ai eu en plus ce matin encore au téléphone, et Fabrice Militon, ils me disent, attends, Valou, là, t'es revenu des States, ok, tu nous as fait des interviews, elles étaient super, sauf que nous, ça fait 6 numéros qu'on fait, mais on est perdu. C'est pas notre métier. Donc, on prend des gens pour faire des articles, mais on a besoin de quelqu'un qui dirige vraiment le magazine, parce que là, c'est difficile pour nous de s'en sortir. Ben non, moi, j'ai mon travail, j'ai fait mon diplôme, j'avais ma carrière toute tracée, j'allais bosser dans les grands hôtels. Et si tu veux, ils ont tellement insisté en me disant, bon, combien t'es payé à l'hôtel? On va te donner plus pour que tu viennes diriger le magazine. D'accord. Ah ouais. Oui. Ah bah oui. Donc, un gros coup de cœur. À un moment donné, t'es là, tu te dis, bon, alors attends, on me propose d'être payé pour faire ce que j'aime finalement. Encore plus payé qu'un travail pour lequel j'ai fait des études. Donc je me dis, il faut quand même réfléchir. Et bien évidemment, comme souvent, la passion l'emporte sur la raison. Et je quitte mon poste à l'hôtel Concorde Lafayette, qui est un vrai poste, hein, c'est plus du stage, c'est un vrai boulot, en CDI, tout ça, pour intégrer directement le magazine Radical en tant que rédactrice en chef. C'est-à-dire que je ne suis pas passée par des postes de pigiste, je suis arrivée directement en haut de l'échelle. C'est-à-dire que je démarre direct en tant que rédac-chef. Il faut savoir que dans le journalisme, le rédacteur en chef, c'est le poste le plus haut. Que ce soit en télé, en radio ou dans la presse, papier, c'est celui qui est tout en haut et qui dirige toute l'équipe.
Voilà. D'accord, excellent. Donc, je suis propulsée rédac chef. Ils me disent, t'inquiète, on va te faire des formations. Je les attends toujours, hein, mes formations, Christophe et Fabrice, on en reparlera. T'es une autodidacte. Ouais, on va te faire des formations, on va t'envoyer à la rédaction du Monde et tout ça. Parce que je dis, ok, j'ai la culture, la connaissance, j'ai écrire, mais c'est un métier quand même, rédac chef. Bien sûr. Et puis finalement, j'ai pas eu de formation, mais je me suis formée sur le tas, D'accord. on va dire, sur le terrain, avec l'apprentissage du terrain. Et l'histoire fait que je suis encore aujourd'hui ici et j'ai appris énormément en tant que rédactrice en chef sur Radical. J'ai intégré ensuite, après, plusieurs autres magazines, mais les 2-3 ans passés à la tête du magazine Radical où j'ai tout refait, j'ai fait des rubriques nouvelles qui n'existaient pas, enfin j'ai formaté tout le truc, ont été vraiment source d'un gros carnet d'adresses. Ok. Parce que le plus gros, je l'ai fait pratiquement à ce moment-là, que ce soit entre les Français et les Américains. D'accord. Puisque c'est à ce moment-là que je pars dans tous les États-Unis et que je rencontre toutes les stars américaines pour les interviewer. On y reviendra. Et voilà, et le gros a commencé comme ça. Donc voilà comment ça s'est décidé, le fait de passer d'une passion à en faire un réel métier. Puisqu'à partir du moment où je suis rentrée sur Radical, je ne suis plus jamais sortie de ce métier-là. D'accord. Bon, c'est bien de le dire et c'est très clair de toute façon. Comme tu l'as si bien dit, Valou, toi, tu as grandi à Paris 16e, mais tu as toujours eu les yeux rivés vers la banlieue. Je m'explique. Il y a 1 an, nous, on a perdu un jeune à Sarcelles, Ibrahim H, Ibo. Paix à son âme. Paix à son âme, effectivement. Et tu es venu. Bien sûr. Avec humilité, toujours. On t'a bien accueilli, hein, tu sais comment on fait, nous, à Sarcelles, hein, bien évidemment. Et mes anciens à Sarcelles me disaient, Valou, c'est notre go. Pourquoi déjà t'as toujours eu ce regard de bienveillance envers la banlieue, envers les jeunes venant de ce milieu-là, alors que tu aurais pu regarder avec un peu plus de crainte, etc. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ça ? Oui, parce que, comme je te le dis, j'aurais pu rester dans mon milieu, ce qui s'appelle rester dans son milieu du 16e arrondissement. Absolument. Mais très jeune, dès 15 ans, étant donné que j'habite à côté du Trocadéro et que c'est au Trocadéro, au départ, une des plaques tournantes du truc, c'est entre Stalingrad et le Trocadéro. D'accord. Mais le Trocadéro fait partie du berceau du hip-hop aussi. Donc, c'est à ce moment-là que je commence à rencontrer des personnes, effectivement, qui vivent en banlieue, etc. Et que je commence à les connaître, tout simplement. Et quand tu connais les gens, tu n'en as plus peur. Je pense que le racisme ou le fait de regarder les gens de haut, c'est quand on ne les connaît pas, c'est quand on en a peur, c'est quand on se méfie parce qu'on ne connaît pas tout simplement la culture. À partir du moment où tu t'intéresses à une autre culture et tu te rends compte que toutes les cultures sont hyper enrichissantes et intéressantes, il n'y a aucune... il n'y a pas à regarder les gens de haut. C'est simplement... effectivement, tout le monde ne le fait pas, je suis d'accord. Tout le monde ne sort pas comme ça de son environnement. Mais moi, de par la culture hip-hop, et comme c'est une culture qui naît essentiellement quand même dans les banlieues, et que C'était naturel pour toi. C'était naturel. Première banlieue où j'ai été, c'était Saint-Ouen. C'était la première fois que je traversais, pour aller voir IZB. C'était la première fois que je traversais le périphérique, que je voyais des graphes sur le périphérique. Et à partir de là, j'ai eu aucun souci, mais c'est vrai que j'y vais souvent et que je me sens aussi bien chez moi dans le 9-5 que dans le 9-3, que dans le 9-2, que dans le 7-8, que dans le 9-4, que dans le 7-7. D'accord. Voilà, parce que de par mon métier, tu sais, quand tu es rédac chef de Radical et que tu es à la naissance de toutes les premières écoles du rap, que ce soit l'école Time Bomb, que ce soit l'école Ménage à 3, que ce soit l'école Secteur A, que ce soit l'école 93 NTM, tu es à la naissance de toutes ces écoles-là. Tu interviews les artistes, tu les mets en avant. Exact. Tu comprends ? Tu vas dans tous les quartiers, tu es reçu dans tous les quartiers. Tu te fais des peut-être pas des amitiés, parce que parfois c'est des amitiés, parfois c'est juste des relations. Mais tu te fais des relations dans tous les quartiers, dans toutes les cités. C'est pour ça que je peux aller sans problème dans toutes les cités de France. Je suis toujours extrêmement bien reçue parce que c'est des relations de plus de 20 ans avec ces quartiers-là, avec les grands de ces quartiers-là qui me connaissent, que j'ai souvent même aidé quand ils faisaient du rap, aidé dans la promotion de leur art à travers les magazines ou autres. Donc la relation, elle avec les gens des quartiers, elle est très très solide et elle est très dure. Elle est très, elle vient de plusieurs longues années. Très franche, quoi. Très franche. Et puis voilà.
j'ai beaucoup d'amis qui sont en banlieue, bien évidemment. Bien sûr. Bon, non, mais je tiens à le souligner parce que c'était quelque chose qui m'avait quand même interpellé. Et bien sûr qu'on est venu pour Ibou et Ouais. que j'ai trouvé que ce qui avait été organisé au mois de janvier dernier pour lui, je crois qu'il y a d'ailleurs un prochain rassemblement Absolument, bientôt. le 10 octobre. Le 10 octobre. Exactement. En tout cas, c'est Moussa, il a vraiment très bien organisé et d'autres. Mhm. En janvier, il a réuni énormément d'artistes C'est ça. pour rendre hommage et pour récolter des fonds, surtout pour aider la famille. Je l'ai félicité d'ailleurs parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien organisé. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de. Exact. C'est fantastique quand toute une ville comme ça et quand plein d'artistes arrivent à se réunir Ouais. pour se remémorer malheureusement la tragique disparition d'un jeune de la ville, c'est toujours très beau, très émouvant et il faut être là. Absolument. Ouais, non, mais c'est clair. En tout cas, tu l'as dit avec beaucoup de franchise. Et voilà. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as fait un stage aux États-Unis. Oui. Chez Puff. Moi, il faut savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, je suis un pro new-yorkais. Bad Boy était mon label, et toujours mon label favori à New York. Ça fait quoi de travailler avec Puff? Même si c'était sur une courte période. Courte période, j'ai surtout travaillé avec les beatmakers, etc. en studio. Comme je dis toujours, j'ai énormément appris. Ouais. Appris de tout. Appris des réunions hebdomadaires qu'il fait avec son équipe. Mhm. J'ai appris le travail en équipe. J'ai appris la motivation, comment motiver ses équipes. Très bien. C'est pas évident d'appliquer ça en France parce que souvent, quand tu appliques cette façon de bosser à l'américaine en France, quand tu as une société, et puisque j'en ai une depuis 15 ans en France, et que tu appliques les valeurs américaines, c'est souvent interprété différemment. Mhm. C'est-à-dire qu'en France, quand tu vas valoriser, on va dire, les personnes de ton équipe qui travaillent pour toi, qui travaillent dans ta boîte, quand tu vas les motiver, puisque tout est dans la motivation aussi, faire des réunions régulières, leur dire ce qui va pas, etc. Ça peut être pris, à cause de la mentalité française, par trop de gentillesse, trop d'accessibilité, donc on essaye de manquer de respect. Ok. Faut faire très attention à ça. C'est deux mentalités complètement différentes. C'est-à-dire que ce que tu peux appliquer, et ce qu'on faisait aux États-Unis qui fonctionnait très bien sur les Américains, fonctionne parfois moins bien, et je le sais puisque ça fait 15 ans que je suis chef d'entreprise et que je gère des équipes dans tout type d'activités, que ce soit des ingé-sons, puisque j'ai mon studio aujourd'hui, les Black Gold Studios dans le 17e, que ce soit des monteurs, puisque j'ai aussi une boîte Black Gold de production vidéo depuis toujours et que je réalise, que ce soit les cadreurs, que ce soit des assistants, que ce soit des graphistes, que ce soit des beatmakers, tout type de personnes avec qui je peux bosser dans ma boîte. Quand tu es trop parfois dans la félicitation, qui normalement est une motivation pour bien travailler, surtout quand ça vient d'une femme, ça peut être pris, comme je le dis, par trop de gentillesse. Donc, je vais essayer de monter dessus et de manquer de respect. Il faut savoir que quand je suis gentille avec quelqu'un, ça sert à rien d'essayer de me monter dessus parce que je le vois tout de suite et que je vais complètement arrêter la relation, sans rien dire. Ok. Je vois tout, en fait, ce qui se passe. Je vois quand on me prend pour une conne. Je vois quand le fait d'être gentil, on a l'impression que c'est de la naïveté, alors que pas du tout. Ouais. C'est simplement... Ton trait de caractère. Ouais, et puis, je veux dire, c'est comme ça qu'on traite les gens. On n'a pas à traiter les gens en étant hautain, en étant trop dans le dictateur, etc. Ouais. C'est pas comme ça. Ça peut fonctionner pour certains, mais pour moi, c'est pas comme ça. Maintenant, si certaines personnes ne se rendent pas compte et pensent que c'est de la faiblesse, et pensent que du coup, elles peuvent te manquer de respect, te répondre un peu moins rapidement quand t'envoies des messages, ou te répondre de façon, voilà, parce qu'ils ont vu que t'étais gentil, bah moi, j'arrête. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent en France, de par en plus le fait d'être une femme, et le fait de pas être nerveuse, comme beaucoup de femmes dans ce game, qui sont extrêmement nerveuses, et qui ont beaucoup de mal à tenir la pression. Ouais. C'est pas mon cas. Ouais, tu serais pas là, parce que tu es toujours présente, hein, Valou, de toute façon. Donc, tout ça nous pousse à croire que tu as raison, tout simplement. Je sais pas si j'ai raison, puisque parfois ça peut être mal pris, comme je te dis, mais en tout cas, le fait de ne pas s'énerver, de rester toujours calme en toutes circonstances et souriante, c'est une manière de
de perdurer. Et puis, ça montre ton Exactement. vrai trait parce que il y a quelque chose que je dis souvent, je fais aussi beaucoup de consulting Ok. dans ma boîte, c'est-à-dire que des jeunes entrepreneurs, Ok. producteurs, artistes, tout type de personnes qu'on peut trouver dans la musique, souvent Ok. managers, viennent me voir pour du conseil. Voilà. Ok. Comment ça fonctionne la musique, je veux monter ma boîte de prod, comment m'y prendre, je veux produire un artiste, Ok. qu'est-ce que je dois faire, je suis artiste, comment je peux faire pour que ma musique soit un peu, qu'on me voit un peu plus, ou je suis beatmaker, ou voilà, quel type de contrat je dois signer. Donc, je fais du consulting. Ok. J'explique, Excellent. je donne les clés, je donne des contacts, je donne la marche à suivre. Et les 30 ans d'expérience font que je suis tombée à beaucoup de moments, comme beaucoup de gens. C'est bien. Je me suis relevée. Donc, dans mes conseils, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne tombent pas, ou en tout cas, de leur éviter d'avoir un parcours aussi long que le mien, en leur donnant certaines clés que moi, on m'a pas évidemment données, puisqu'il y avait personne avant moi. Bien sûr. Et aussi, c'est ce qui m'a frappé chez toi, Valou. Je te l'ai dit hors antenne tout à l'heure, mais tu redistribues les cartes. Là, tu parles de consulting. Tu le fais. Moi, il y a quelques semaines, on a reçu Sindanou. Tu lui as donné sa chance. Tu ne le connaissais pas. Non. Big up à mon Sind. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça rejoint en fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as toujours le regard bienveillant. Tu vois, nous-mêmes, We Hustle, on est dans notre struggle. On t'a appelé, tu as répondu présent. Pourquoi? Pourquoi, finalement? Parce que tu n'étais pas obligé de dire oui. Ah, de je suis pas nous obligée, dire et oui. c'était pas facile. Hein. J'ai des journées. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens Donc, s'imaginent même pas finalement- mes journées. Parce que je sais reconnaître quand des jeunes ont une initiative comme la vôtre, Ok. qui est une initiative de cœur, qui ont envie de transmettre. J'ai senti Absolument. beaucoup d'envie de transmission dans tes émissions et dans Mhm. les questions que tu poses. Absolument. Et c'est très important de transmettre aux jeunes. Après, tu sais, c'est comme ça qu'on éduque un pays et qu'on éduque des futurs adultes. C'est en leur bien. donnant des clés, des bases, en leur donnant des Clair, modèles. C'est clair. Valou, comme je te disais tout à l'heure, tu es une pionnière du mouvement. Tu étais là déjà dès le début. Est-ce que tu te ressens dans le rap d'aujourd'hui là? We hustle, baby. J'avais envie de faire un petit We hustle, baby. ouais. Faut que je te fasse un jingle pour l'émission. Ouais, il n'y a pas de Un souci, petit We c'est hustle, noté. baby. Alors, est-ce que je me ressens dans le rap d'aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Complètement, Ouais, complètement. D'accord. complètement. Il y a des artistes que tu valides Vive l'argent du rinté. D'accord. Donc, ouais, je valide tous les artistes d'aujourd'hui. D'accord. Honnêtement, le rap, si tu veux, le rap, ça a toujours été un reflet de ce qui se passe de la jeunesse déjà, donc de ce qui se passe dans les quartiers, Ouais. plus que dans les quartiers maintenant, puisque ça a franchi, c'est partout, c'est dans les villes, enfin voilà, c'est vraiment partout. Et c'est ça, tout simplement le reflet de la jeunesse. Ok. Donc pour moi, le rap, il évolue avec la jeunesse et il est une photographie exacte de ce qui se passe chez les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Souvent, il y a des gens de mon âge ou même beaucoup plus jeunes que mon âge qui me disent « Ah, on se retrouve pas du tout, Valou, comment tu fais? Oh là là, nous, on aime bien écouter les trucs à l'ancienne. » Et ils me repartent toujours des mêmes groupes que j'adore. J'ai produit une tournée avec ces groupes-là, Ouais. l'âge d'or du rap français. C'est pas la question. Ils sont là, ils sont très importants, c'est les pionniers. Ouais. Mais tu peux pas toujours regarder en Absolument. arrière. Tu peux pas toujours être bloqué dans le passé. Quand Ouais. tu bloques dans le passé, t'évolues pas. Il faut évoluer, il faut regarder le futur. Et pour moi, le rap d'aujourd'hui, il a évolué. Il est le reflet de ce qui se passe partout. C'est-à-dire Ok. que comment les jeunes parlent aujourd'hui, c'est ce que tu entends dans le rap. Ah, mais on comprend pas le rap d'aujourd'hui, on comprend pas leurs mots. C'est normal. C'est parce que tu ne comprends pas comment parlent les jeunes, tout simplement. Ouais. Mais si tu étais entouré de jeunes et que tu parles avec eux, tu comprendrais le rap d'aujourd'hui, puisque c'est les Exact. mêmes termes, Exact. et c'est les mêmes mots, et c'est les mêmes tenues vestimentaires. Aujourd'hui, le rap dirige carrément la mode. Et les jeunes s'habillent comme les rappeurs C'est ça. français, qui eux-mêmes s'habillent comme les rappeurs américains. Il faut dire quand même la vérité. Tout vient quand même des States. Aujourd'hui, Ouais, même aujourd'hui. moi, je trouve aujourd'hui, non. Je trouve que ça vient on beaucoup leur des donne States. l'heure. Hein. On leur donne l'heure. Hein. Ah, on leur donne l'heure. Je te contredis, là. Tu peux me contredire. Moi, excuse-moi, regarde. Alors, la mode, bon, après, aujourd'hui, on a quand même des gens... La mode, peut-être que on peut avoir des stylistes ou des artistes qui vont avoir leur propre mode, même si pour moi, excuse-moi, ils s'inspirent toujours un petit peu d'un look qu'ils ont vu sur un Quinry, qui vont essayer d'accessoiriser. Bon, oui, je sais, je parle à un Sarcellois, t'as des baskets blanches. C'est vrai que les baskets blanches, ça, par exemple, c'est vous qui l'avez instauré. You got it. Mais tu vois, par exemple, ne serait-ce que dans le rap, quand c'est la mode de la trap aux States,
les rappeurs français font de la trap. Quand c'est la mode de la drill, de Chicago et tout ça, les rappeurs font de la drill. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Quand c'est la mode de chanter, ils chantent. Bon, même si aujourd'hui, attention, je suis pas du tout pro-américain et je pense que dans mon Apple Music, là, il y a pratiquement que du rap français. Mais ce que je veux dire, c'est que on suit quand même un petit peu une tendance. D'accord? Pour moi, Young Thug, par exemple, il a vraiment amené une vraie tendance, et aux États-Unis, et chez certains rappeurs français. La mode, les pantalons serrés, les machins, ils s'en rendent même pas compte. Ça venait quand même de Young Thug, qui venait lui-même de Lil Wayne. Enfin, tu vois, on est quand même un petit peu conditionné, même si on a vraiment notre truc, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie école du rap en France, et tu as des jeunes qui n'ont été élevés qu'au rap français, ça j'en suis bien consciente, Bien sûr. Et qui n'ont de référence que des rappeurs français, et ça c'est super bien. Mais voilà, mais en tout cas tout ça pour dire que bien sûr ça me parle, et que dans mon tel, je n'ai que du rap français, pratiquement. Parce que le rap Quinry, je l'ai je vais l'avoir en physique chez moi, où oui, ça m'arrive d'aller télécharger ou d'écouter peut-être de temps en temps, tu vois, un nouveau Chris Brown ou un nouveau Tory Lanez ou un Pop Smoke, bien évidemment. Mais sinon, j'écoute tout ce qui sort. Hier, il y a le Koba featuring Freeze Corleone qui est sorti, que j'écoute, qui est mortel le morceau. Évidemment, j'écoute Freeze Corleone. Tu penses quoi de la polémique autour de Freeze Corleone? Parce que moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que je pense de cette polémique? Est-ce que déjà, parce que je tiens à le rappeler, tu es de confession juive, ouais. Et est-ce que tu t'es senti heurté par ses propos, toi, déjà? Non. D'accord, ok. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Je pense que c'est une polémique qui lui a fait du mal comme elle lui a fait du bien. Je pense qu'il y a beaucoup de bien pour lui et son équipe, que je salue, Sean et Alpha 520, qui vont ressortir de tout ça, parce que finalement, ça aura fait quand même beaucoup de bruit, et tant mieux. Alors oui, parfois ça peut être du mauvais bruit. Moi, en tout cas, ça m'a extrêmement choqué, le fait qu'on le retire, qu'Universal lui rende son contrat de distrib, qu'on le retire des plateformes, de certaines plateformes, qu'on le retire d'une programmation radio, etc. Ça m'a choqué parce que, surtout venant de personnes qui ont l'habitude d'écouter du rap, qui connaissent la culture, le rap, ça a toujours été rempli de métaphores. Ça a toujours été rempli de... Les vrais lyricistes, on va dire, ceux qui écrivent des vrais textes de rap, exactement, ont toujours utilisé cette technique qui est la métaphore. Tout à fait. C'est-à-dire de faire passer une idée en l'imageant par quelque chose de fort. Absolument. Qui va choquer les gens et qui va faire comprendre l'idée. C'est ça la métaphore. Donc, effectivement, les quelques phrases qui peuvent porter... qui peuvent heurter certains et qui ne m'ont absolument pas heurté, je le redis en tant que juive et fière de l'être, sont ni plus ni moins que des métaphores, que des phrases chocs. Il n'a pas que utilisé des métaphores qui font allusion au peuple juif, il a utilisé aussi des métaphores qui font allusion au peuple chrétien. Absolument. Que ce soit son rap catéchiste, à l'Afrique, à énormément de choses. Finalement, il a utilisé tous les peuples et toutes les phrases chocs et toutes les communautés qu'on connaît, simplement pour pouvoir faire passer des idées. Et ça, c'est le propre du rappeur. Moi, je trouve qu'avec Freeze Corleone, on a retrouvé la vraie essence du rap. Oh, c'est bien. Qu'on avait perdu un petit peu, même si ça me plaît beaucoup, tout le rap d'aujourd'hui, et j'adore, et je suis là, et je connais tous les classiques d'aujourd'hui, et je kiffe dessus, et j'ai des enfants ados, et je produis des artistes qui sont jeunes, donc je suis tout le temps en train d'écouter ce qui se passe et de kiffer ce qui se passe. Et je fais aussi des titres, je produis des titres, je fais des top lines, je fais plein de choses. Mais je trouve qu'on a retrouvé l'essence du rap, c'est-à-dire des textes, parce qu'on avait oublié l'importance des textes dans le rap. Bien. C'est-à-dire des textes qui font réfléchir, qui amènent des idées, pas que à un moment donné, on est dans du rap vraiment pour danser. Et c'est super, parce qu'on a aussi besoin de danser, on a aussi besoin de se vider la tête. Exactement. On a aussi besoin de rap un peu exutoire, où c'est plus les gimmicks et la sonorité qui va compter, comme le rap Quinry, et c'est ce qu'on a en ce moment, avec des super artistes comme Niska, comme Koba, etc., qui sont vraiment c'est plus la sonorité qui compte, c'est plus les gimmicks, c'est plus, voilà, on comprend pas bien tout ce qui est dit, mais c'est pas grave, ça sonne bien, parce que c'est des mots, parce que c'est des rythmes, parce que c'est des flows. Exactement. Hyper différent, hyper intéressant, un peu chanté, parce que c'est des réponses
comme Niska qui a mis vraiment à la mode ce fait d'avoir toujours des réponses dans ses raps avec des petites réponses chantées derrière et tout. Donc tout ça, c'est super bien. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié la vraie essence qui est quand même le message, qui est quand même les textes, qui est quand même la réflexion des rappeurs. Ouais. Les rappeurs sont des haut-parleurs de ce qui se passe et ils sont censés répercuter leur vision aussi de la société. Et là, on a un jeune qui a sa vision du monde et de la société, qui l'a transcrit avec des métaphores, qui a voyagé aussi, donc qui est vachement instruit et ouvert sur toutes les autres cultures. Ouais. Et moi, je trouve ça super. Et même s'il n'y a pas de flow chanté, beaucoup, c'est vraiment du rap, pour le coup, du rap, eh ben, c'est plaisant, c'est intéressant, on le réécoute, on a envie de comprendre. Faut pas voir du premier degré, il faut trouver le second, le troisième degré, la métaphore et l'image, et ça tue. Et c'est bien venant de ta part, hein, puisque comme tu l'as si bien dit, tu es de confession juive, etc. Mais est-ce que tu trouves pas ça dommage que personne s'est levé pour dire ce qu'il pensait réellement? Justement, je pense qu'il y en a plein qui partageaient ton point de vue, mais qui ont préféré se taire, tout simplement. Après, il faut avoir aussi la bonne tribune. Tu sais, se lever, et si tu as par exemple, j'en sais rien, mettre un post sur Insta, si tu as 2000 personnes ou 3000 qui te suivent, à quoi ça sert? Là, c'est la première tribune que j'ai, par exemple. Oui. Bon, bah, j'en parle. J'en ai pas eu avant. D'accord, j'ai pas pu en avoir avant, ou enfin peu importe, j'étais pas en train de rechercher une tribune ou quoi. Ouais. Il se trouve qu'avant j'avais des émissions radio, là j'en ai plus. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait. des émissions télé, donc je pouvais pas forcément parler. Je suis dans mon boulot de productrice, Absolument. de réal, etc. Mais voilà, quand je suis invitée, si on m'avait invitée sur des plateaux, bah, j'en aurais parlé tout de suite. Là, tu m'invites, je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà, mon boulot aussi, c'est de faire des interviews. Malheureusement, je sais qu'il en donne pas, mais j'aurais beaucoup aimé l'interviewer, lui faire une interview réelle, comme je sais si bien faire, et c'est ce qui me caractérise le mieux, comme j'ai pu faire à Rof l'année dernière, ou à Young Thug, ou à tous les autres artistes que j'ai pu interviewer dans ma carrière, qui ont toujours été des interviews de fond, des interviews où on découvre l'artiste. J'aurais adoré, mais il n'en fait pas. Ils ont choisi un autre mode de communication, et je respecte ce mode-là. Mais en tout cas, oui, c'est certain que prendre la parole et peut-être risquer de se mettre beaucoup de gens à dos. Tu sais, on est dans un game où les gens ont très peu de corones, pour pas dire un gros mot en français. Tu vois, et chacun a peur de faire des alliances qui vont faire qu'ils vont se mettre quelqu'un d'autre à dos, etc. On est très comme ça. Moi, c'est ça qui me désole beaucoup aujourd'hui. C'est que moi, je viens d'une période où il y avait déjà très peu d'artistes. D'accord. Tout le monde était ensemble. Moi, en plus, j'étais un média. Donc, mon but, c'était de mettre en avant tous les artistes, quels qu'ils soient, qu'il y ait des clashs ou pas des clashs, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et au contraire, c'était de mettre en avant les réussites de chacun. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Il y a tellement de clashs, il y a tellement de polémiques que plus personne n'ose. Moi, je suis le rap. Donc moi, tout ce qui est rap, je suis là. D'accord. Je ne prends parti pour aucun clash, je ne prends parti pour aucun... Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Mon boulot, ça a toujours été de mettre en avant. Tu sais, plus jeune, on a carrément organisé des voyages entiers où on emmenait 40, 50 jeunes à New York, à l'anniversaire de la Zulu Nation, pour leur faire découvrir cette culture. Excellent. Donc, à aucun moment, moi, je vais prendre parti pour quelqu'un qui est issu de cette culture-là contre un autre. Bien. C'est contre mon ADN, puisque mon ADN, elle est rap. Donc voilà, donc ça me désole beaucoup. Moi, on va dire que je suis vraiment pour la paix. C'est très difficile, mais voilà. Et ceux qui ne comprennent pas notre culture et qui l'interprètent et qui se sentent choqués et qui sortent des phrases du contexte, eh ben c'est dommage pour vous. Et puis c'est tout. Malheureusement, voilà. Mais je pense que ça va se tasser. Je pense que le public va réaliser, les gens vont réaliser que voilà, qu'il n'a fait que mettre en valeur son art via des métaphores, certes un peu fortes, mais quand tu comprends ce qu'il veut dire, tu n'as aucune raison d'être choqué. Ah, bah, c'est très bien, et c'est très bien de le dire de manière franche. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, Valou, t'es multicasquette. T'es réalisatrice, productrice, t'es manageuse, journaliste, etc. Mais à côté de tout ça, t'es maman. Est-ce que tu arrives à concilier toutes ces fonctions-là, toutes ces casquettes-là avec ton rôle de maman?
Bah écoute, en tout cas, j'essaye. Ce serait prétentieux de dire oui, parce que tu sais jamais si tu es une bonne mère ou pas. Tu fais toujours le maximum. Mhm. Mais en tout cas, j'essaye de donner le maximum à mes enfants, que j'élève seule depuis 20 ans. Oh, ok. Et, Ok. et, euh, et de les faire participer aussi un petit peu à mon activité, parce que souvent, ce qui arrive quand les enfants ont des parents, pour le coup, là, il n'y a qu'une maman, qui travaille beaucoup et qui ne voit pas, c'est que forcément, ils se sentent seuls, ils se sentent délaissés, ils ne comprennent pas pourquoi maman rentre super tard Ouais. et que ils rentrent, ils sont tout seuls, ils font leur goûter tout seuls, ils font leur dîner tout seuls, ils font tout seuls, leurs devoirs tout seuls, etc. Et que même le week-end, maman n'est pas là, maman est en studio, maman tourne des clips. Donc, c'est très difficile. J'ai trouvé le moyen, pour pallier à ça, de les intéresser un maximum à mon activité, en les incorporant à chaque fois dans les projets que je fais. Et je pense que ça fonctionne pas mal. C'est pour ça que depuis toujours, dès que je pouvais placer, quand je pouvais placer, s'il y avait un clip où on recherchait un enfant que peut-être il correspondait, j'allais le mettre. Et ça correspondait toujours. C'était pas mettre son enfant pour mettre son enfant, attention. Il fallait vraiment que ça corresponde. Et ça leur permet de prendre un petit peu part à ce que fait maman, de comprendre du coup ce qu'elle fait et d'être moins dans le « ah ben maman n'est pas là ». Et la meilleure chose pour ça, c'est que quand j'ai fait la tournée L'âge d'or du rap français, qui a été la tournée dont on a beaucoup parlé en 2017, où on a réuni sur scène une trentaine d'artistes légendaires des années 90 du rap, j'ai fait participer mon fils qui était sur scène, qui jouait un rôle, qui venait avec Stomy sur scène pour Mon papa à moi est un gangster, qui venait également avec Expression Directe, porter un drapeau, etc. Et qui étaient des moments à chaque fois très joyeux et qui faisait partie aussi des petites vidéos qui tournaient sur la scène, puisque c'était un petit garçon qui allait à la rencontre des icônes du rap français. Oui, tout à fait. Si tu veux, on a fait 3 mois de tournée. Oui, il était dans le tourbus avec nous. Ouais, il a raté 5-6 jours d'école. Et après, au moins, il a vécu avec sa maman. Bien. Il a vu ce que c'était que le travail de sa maman. Il était hyper investi. Limite, c'était lui à un moment qui nous disait « Ah, c'est à ce moment-là qu'on monte sur scène. » Il suivait tout, il avait la tracklist, enfin bon, voilà. Et puis, ça permet de déculpabiliser un petit peu. Et ce fameux soir de Bercy, puisqu'il y avait quand même la date parisienne à Bercy, où on a eu des artistes qui n'avaient pas pu être sur la tournée, mais qui étaient là à Paris, comme Kerry James, que je salue bien sûr, comme Oxmo, et d'autres qui n'étaient pas sur la tournée, mais qui étaient à Paris. Et que, à la fin du concert de 3 heures, Jackie des Nègres Marrons donc, m'appelle sur scène pour me remercier d'avoir bien sûr monté cette tournée et d'avoir organisé tout ça, et que je monte sur scène et qu'il y a 15 000 personnes qui m'applaudissent et qui crient « Valou, Valou », et qu'il y a mes enfants sur scène à ce moment-là qui m'offrent des fleurs. Ça, c'est un des plus beaux moments de ma vie, j'ai envie de te dire. Parce que à ce moment-là, ils comprennent pourquoi pendant 15 ans, maman a été absente. Mais c'est pas tout le monde qui a 15 000 personnes qui t'applaudissent sur scène en criant ton nom, avec toutes les légendes du rap français derrière toi. Donc le fait que mes enfants soient sur scène et voient ça, ils comprennent beaucoup plus facilement les moments de solitude, les moments d'absence. Exact. Et au contraire, ils me poussent là-dedans. C'est incroyable, que ce soit ma fille ou mon fils, ils me poussent dans tout. Ils veulent regarder chaque clip que je réalise. Ils veulent écouter à chaque fois qu'un de mes artistes sort un titre. Ils vont carrément me conseiller des choses, me dire des choses. Limite, mon fils, il me dit « Ah, mais vous avez mixé comme ça, mais c'est bizarre, sur la mise à plat, il n'y avait pas cette ambiance, vous l'avez mise au mix. » Ah oui. Ah bah oui, c'est comme des enfants. Donc, ils ont été éduqués là-dedans. Donc, je pense que un moyen de pallier à des problèmes que peuvent avoir beaucoup de parents qui travaillent et souvent leurs enfants, après, ça se passe parfois mal, ils fuient la maison. Enfin, il y a des choses difficiles qui peuvent se passer à cause de parents absents. J'essaye de le pallier, en les intéressant à mon travail, en les faisant participer. Bien sûr, ils sont dans la musique, ils jouent tous les deux du piano et de la batterie, ils font leurs études, ils sont musiciens, et en leur donnant vraiment des activités pour faire en sorte que mon absence soit un petit peu moins lourde. Et excellent, Valou. Et d'ailleurs, attends, si je peux me permettre, dis-moi. Et je vais faire un petit rebond sur une de tes précédentes émissions où tu recevais Enora Malagré. Oui. Il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. Dis-moi.
en tant que femme et que maman, c'est quand elle a parlé du fait que voilà, elle pouvait pas avoir d'enfant, Tout à fait. en tout cas naturellement. Et ça m'a beaucoup touchée parce que elle disait, en gros, elle disait qu'elle avait pour le coup pas de progéniture à Ouais. qui elle pouvait transmettre Exactement. tout ce qu'elle avait vécu. Ouais, Tu vois, je regarde, tout je à suis fait, oui, je sais. tout ce qu'elle avait vécu en tant que, bien sûr, femme, dans son métier aussi, parce qu'elle a eu, pareil comme moi, beaucoup de vie et beaucoup d'activités. Ça m'a vachement touchée, parce qu'elle a vécu tout ça, elle peut pas le transmettre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas toujours eu de la chance, j'ai pas toujours forcément de la chance dans ma vie, mais j'ai en tout cas cette chance-là de pouvoir transmettre ce que je fais à mes enfants. Et ça c'est vrai que ça n'a pas de prix. Et j'espère que Enora, en tout cas, pourra transmettre de différentes façons, peut-être justement en bossant avec des artistes, etc. Parce que c'est vrai que c'est une joie immense que d'avoir des enfants. On salue chaleureusement, évidemment, hein, Enora, Oui. si tu nous regardes. Valou, toujours dans le thème des enfants, t'es maman de petits métis. Oui. Est-ce que ça te fait pas peur, la société, en 2020, pour un jeune noir? Si. Pour le coup, moi, ils sont noirs et juifs, donc c'est super. D'accord. Bien sûr. Ils cumulent tout pour les racistes. Mais si, bien sûr que ça me fait peur, mais cette peur, on l'affronte justement en leur donnant des clés. Enfin, on l'affronte. On essaye de leur donner un maximum de clés d'éducation. C'est pour ça que pour moi, l'éducation religieuse, elle est très importante. Bien. Quelle que soit ta religion, Ok. il faut donner des bases religieuses à ton enfant. Il faut que ton enfant croie en quelque chose. Absolument. Il faut qu'il ait peur, entre guillemets, quand je dis peur, mais en tout cas qu'il sache qu'il y a une puissance au-dessus qui est plus forte que tout et que tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie, Exactement. parce que sinon, là-haut, ça va pas le faire. Exactement. Et il y a ce qu'on appelle le karma, mais le karma est dirigé par l'être qui est tout puissant là-haut, Absolument. en réalité. Donc, pour moi, ma peur, je la contiens et je la maîtrise en donnant des bases d'éducation à mes enfants, des bases de religion, des bases de croyance, des bases de positivité, de 10 commandements ils sont tout simples, les 10 commandements, tu sais. C'est marrant parce que cet été, j'ai tourné un clip. J'ai tourné plusieurs clips, dont un avec un artiste et des jeunes qui venaient d'une banlieue parisienne, on est dans le sud. Et ils connaissaient pas forcément les 10 commandements, mais ça les intéressait beaucoup de les savoir. Ils étaient très intéressés. Ils me disaient, mais Valou, on connaît pas, c'est quoi les 10 commandements? Explique-moi. J'ai expliqué, les 10 commandements sont tout simples. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne connaîtras pas la jalousie envers ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère. Bon, les 10 commandements. Et tu te rends compte que 10 commandements qui sont très simples et qui sont censés régir ta vie, il y a encore beaucoup d'enfants qui grandissent sans les connaître et qui, du coup, se disent « Ah ouais, mais c'est vrai. » Ils me disaient « Mais si on avait su ça avant, il y a peut-être des choses qu'on aurait fait autrement. » Ah oui, l'envie, c'est un péché. Je savais pas que je devais pas envier mon prochain. Tu vois, il y a certains péchés qui sont évidents. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bien Mais sûr. il y en a d'autres qui peuvent l'être moins et qui sont finalement des règles de vie et des règles de base que tu dois appliquer. Comme l'envie et la jalousie, qui est malheureusement un péché qui est bien présent dans notre fait. game, là, puisqu'on est dans le We Hustle game de musique et de rap. Non, mais tu vois, on parlait des réseaux, des réseaux hors antenne, des réseaux sociaux. C'est bourré de gens qui envient les autres. C'est bourré de gens qui se mentent à eux-mêmes, qui montrent une autre vie qu'ils n'ont pas, tout simplement parce qu'ils envient cette vie-là. Absolument. Et on me dit souvent, mais quand on te rencontre, c'est incroyable. Déjà, t'es tel qu'on te voit, t'es même encore plus cool. Je confirme. On me dit souvent, on t'a l'air plus dur et tout sur tes réseaux, t'es encore plus cool, t'es encore plus... Alors que souvent, c'est le contraire. Quand tu rencontres les gens, ils sont pas du tout comme quand tu les vois dans leurs réseaux sociaux, où ils sont très sûrs d'eux. Quand tu les rencontres, c'est des petites souris comme ça, ils peuvent pas parler. Bien sûr. Parce qu'ils jouent un rôle. Et quand tu joues un rôle et que tu te mens à toi-même, c'est pas bon. T'es pas bien dans ta tête. Tu peux pas affronter toutes les difficultés de la vie, d'être entrepreneur. Voilà, c'est pas évident. Hein. Tu vois, moi, je suis entrepreneur je suis à mon compte depuis plus de 15 ans. C'est très difficile. Ouais. En France, c'est très difficile.
C'est très, très dur de se battre. J'ai pas un salaire qui tombe tout cuit. Je suis pas salariée d'une grosse boîte comme énormément de gens qui sont dans la musique aujourd'hui. Non, je suis obligée de travailler H24, sinon, ça ne tourne pas. Mais j'ai toujours la pêche parce que j'ai ces valeurs-là. Je n'envie pas les autres. Quand quelqu'un réussit, je suis contente. Surtout quand c'est quelqu'un du rap. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.